Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Je suis ravie de vous retrouver, Nicolas James comme d'habitude est à mes côtés et je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct sur le site de Décideur TV, également sur le site du Journal du Net, ce qui vous permet de poser toutes vos questions à notre invité sur le chat ou via Twitter avec le hashtag DDN. Alors notre invité du jour, le voici. Journaliste au Monde de 1979 à 2003, il devient ensuite chroniqueur des médias à Libération et c'est en 1995 qu'il se lance dans l'aventure Arrêt sur Image, une émission diffusée sur France 5 jusqu'en 2007, date à laquelle Arrêt sur Image bascule sur la toile sous forme de site web. J'ai nommé Daniel Schneiderman. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors l'émission Arrêt sur Image a été créée en 1995, je viens de le dire, avec pour objectif de comprendre la provenance, la complexité des images et surtout de déceler les incohérences, voire les manipulations de la télévision. C'est un concept qui a été critiqué par certains, adoré par d'autres. Est-ce que vous pensez que ce type d'émission est indispensable et surtout aujourd'hui ? Ce qui est indispensable, c'est d'essayer de réfléchir aux messages qui nous parviennent et comment ces messages sont construits et imaginés, comment ils nous donnent une vision du monde plus ou moins juste, plus ou moins fausse et éventuellement manipulatoire. Alors au début, on faisait ça que sur la télé. Maintenant, quand vous regardez, il y en a partout. Je veux dire, il y a partout des gens qui font des petits bouts des choses qu'on faisait à l'époque. Le petit journal qui fait des montages, qui montre comment les hommes politiques chaque matin, les éléments de langage, etc. Voilà, c'est le genre de choses qu'on faisait, qui sont encore évidemment utiles et indispensables. Cela dit, maintenant, si vous voulez, les messages influents, la nature des messages influents a changé. Quand on a commencé en 1995, le lieu central de l'information et de la plus grande crédibilité, on va dire, c'était le 20h de TF1 pour caricaturer. Aujourd'hui, pour caricaturer, le lieu central de la crédibilité, il est devenu beaucoup plus diffus. Je dirais presque, c'est Twitter. C'est une vidéo qui va buzzer sur YouTube. C'est ça qu'on va avoir tendance à croire plutôt qu'à croire le 20h de TF1. Ça va être même le petit journal de Yann Barthès. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui regardent le petit journal de Yann Barthès en étant sûrs que ce qu'il dit est vrai, que de gens qui regardent Pujadas en étant sûrs que ce qu'il dit est vrai. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent Pujadas et TF1, mais je veux dire avec toujours un fond de scepticisme, et puis en tweetant en même temps, et puis donc les lieux de crédibilité ont changé. Et du coup, nous qui sommes passés sur Internet, comme vous l'avez dit, on fait, bon, aujourd'hui c'est un site, arrêtsurimage.net, un site sur abonnement, on en reparlera peut-être. On a déporté notre regard, si vous voulez, davantage vers Internet et ce qui se passe en ligne que vers les médias traditionnels, télé, journaux, radio. D'autant qu'Internet a aussi apporté une surconsommation de l'info, non? Par rapport à peut-être la consommation qu'on avait avant, vous a expliqué très justement que le média qui faisait foi, c'était le 20h de TF1. Aujourd'hui, on a plein de sites qui essaiment un peu partout, l'information vient de partout. C'est important peut-être de faire ce travail de décryptage et d'analyse que vous faites. En tout cas, c'est important de le faire là-dessus, si vous voulez. Avant Internet, on était dans l'ère, s'agissant de l'info, on était dans l'ère de la rareté. Il y a peu de canaux, peu de sources. Et donc, on était plutôt, si vous voulez, le système était un entonnoir pour l'information. Aujourd'hui, avec Internet, on est dans l'ère de la profusion. Il y en a partout. Je veux dire, on entend plein. Je veux dire, tout buzz partout en permanence. Donc, une des missions qu'a un site comme le nôtre, c'est essayer de dire aux gens, voilà, dans la profusion, dans l'espèce d'engloutissement quotidien d'infos qui est le vôtre, on va essayer de vous dire, voilà, tel site ou tel canal vous offre plutôt des informations sérieuses et vérifiées. Tel autre, c'est pas la peine d'y aller parce que de toute façon, on sait que ce qui est dit sera démenti le lendemain. Je veux dire, la mission aujourd'hui, me semble-t-il, d'aider les gens à reprendre la maîtrise de l'information qui leur est balancée, elle doit plutôt s'exercer de cette manière-là. Voilà, s'adapter au contexte de profusion. Alors je disais tout à l'heure, ce concept a été aussi beaucoup critiqué. Il y a déjà une question de Patson qui dit « Vous êtes souvent considéré comme un trouble fait. Cette réputation n'est-elle pas trop dure à gérer dans l'univers des médias ?» C'est un compliment. Pour vous, c'est un compliment? Bah oui, trouble fait, c'est sympa. Je ne demande pas mieux d'être un trouble fait, bien sûr. Alors vous êtes aussi un des cofondateurs du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, avec entre autres, donc il y a Slate, Mediapart, Rue 89 et bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Bah, si vous voulez, le SPIL, l'idée du SPIL, ça a été de dire, voilà, il y a maintenant un tas de sites d'information en ligne qui sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont faits par des journalistes professionnels, j'insiste bien. Donc il s'agit qu'on s'organise pour définir à la fois des règles déontologiques communes, si on peut. Il n'y a rien de plus difficile que de définir des règles déontologiques communes, mais sur un certain nombre de points. Je veux dire, comment on gère un forum, est-ce qu'on reconnaît ou pas aux gens dont on parle un droit à l'oubli, par exemple. Vous voyez, tout ce genre de... Voilà. Et puis en même temps, on a des intérêts économiques communs aussi à défendre, puisque si j'ai bien compris, on parle de gros sous dans cette émission, c'est bien ça? Pas seulement. Non, j'ai bien vu qu'on a commencé par autre chose, par le fond. Mais sur le plan économique, on a aussi des intérêts économiques communs à défendre. Par exemple, la TVA à 2,1%, qui est un des combats du SPIL. On ne trouve pas normal, si vous voulez, de payer encore, nous, médias d'information en ligne, une TVA à 19,6%, alors que les organes d'information traditionnels, les journaux payent 2,1%. Pour prendre le cas d'Arrêt sur Image, si vous voulez, nous, on a décidé, parce qu'on trouvait ça juste, de payer 2,1% depuis le début, en prévenant le fisc. Hein, je veux dire, on n'a pas joué masqué. On leur a dit, voilà, on estime qu'il faut payer 2,1%. Donc on est aujourd'hui dans une bagarre avec l'administration fiscale qui nous a redressés, mais qui est une bagarre de fond, et qui est en même temps la bagarre que mène le SPIL. Un autre des thèmes importants de 2013, c'était un peu la création d'un fonds d'aide à la presse via Google. Le SPIL a par exemple pas du tout été associé aux négociations, aux discussions concernant le fonctionnement. J'imagine que c'est quelque chose que vous déplorez. Bah évidemment, je veux dire, c'est une blague, si vous voulez. Google arrive... Alors, il faut voir. C'est une question aussi d'un internaute qui parle de Google, les médias classiques ont fait un lobbying d'enfer, etc. Le Nouvel Obs, tout le monde, pour arriver à, je dirais, à soutirer de l'argent à Google. Ça se défend. Je veux dire, sur la bagarre entre les médias et Google, est-ce que Google devrait reverser quelque chose? Google dit non parce que je vous donne de la visibilité. Les médias disent oui parce que vous nous piquez du contenu, etc. Je veux dire, les deux parties ont des arguments qui se défendent. Il y a quand même une schizophrénie des médias qui, oui. On le voit, la stratégie éditoriale est souvent pilotée par l'algorithme de Google News, et derrière, ça peut paraître étonnant qu'ils demandent à Google de les rémunérer en échange, non? Mais qui n'est pas schizophrène? On est tous un peu schizophrènes. Un petit peu, c'est vrai. On est tous un peu schizophrènes. Mais évidemment, il y a une schizophrénie des médias, on est bien d'accord. C'est pour ça que je dis, voilà, dans ce débat-là, si vous voulez, les deux positions se défendent. Donc Google s'en sort avec évidemment l'espèce de renfort casque bleu du gouvernement français à l'Élysée. On se demande ce qu'il vient faire là, c'est pas grave. Toujours est-il que... Voilà, Google s'en sort en disant je vous donne 60 millions, ce qui est une somme absolument dérisoire, évidemment, par rapport, un, au chiffre d'affaires de Google, et deux, par rapport aux enjeux. Bon, et on voit que dans la mise en place du bidule, la presse en ligne, le SPIL n'est pas associé, donc on marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Alors pour en revenir à Arrêt sur Image, donc en 2007, Arrêt sur Image prend fin sur France 5, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Il y a plus de 185 000 personnes qui vont signer une pétition, certains politiques vont s'en mêler aussi. Comment vous avez réagi à la fin de l'émission sur la télévision et au début d'Arrêt sur Image sur Internet? D'abord, juste un petit point de vocabulaire, quand vous dites « prend fin », vous êtes gentil. Hein. On a juste été virés. Alors voilà, justement, c'est parce que je voulais votre opinion là-dessus. Donc on a juste été virés, je veux dire, en gros, par les dirigeants de la télé. Vous disiez qu'on était critiqués. Oui, on était beaucoup critiqués, et notamment par les journalistes de télévision, et notamment par les dirigeants de la télé. Bref, ben voilà, l'histoire est connue, on est viré, 2007. Alors pourquoi on est viré? C'est intéressant, et ça concerne Internet. La base du clash d'Arrêt sur Image avec France 5, ça a été de dire, quand on était sur France 5, on disait, bon, nous, on fait chaque semaine une émission montée qui fait 52 minutes, mais comme on essaye de dénoncer chaque semaine les manips des uns, des autres, etc., on va mettre la version intégrale de notre émission en ligne sur le site chaque semaine. Et on disait, nous, Arrêt sur Image, c'est très important, on veut faire ça. Et un jour, France Télévisions nous dit, c'est fini la version intégrale, etc. C'est à partir de ce moment-là, bref, on a commencé, on va dire le grand schisme. Mais en même temps, je dis le grand schisme, c'est à moitié une blague, parce que c'est un point de bagarre qui était symptomatique du mode de raisonnement ancien média et du mode de raisonnement nouveau média qui était le nôtre à l'époque. On se disait, il faut que les internautes aient toutes les pièces sur la table, les versions intégrales, etc., qui puissent se reporter toujours aux sources, vous voyez. Et je pense que c'est le fait qu'on raisonne comme ça
qui a fait qu'on... Alors oui, pour le coup, il y a eu une pétition de soutien qui a rassemblé 185 000 signatures. Je ne l'attendais pas. Hein. Franchement, jamais je me serais dit, on va avoir tant de personnes qui vont signer. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, alors, le modèle du site d'info par abonnement, tout le monde disait, ça ne marchera jamais, c'est un truc de fou, il n'y a que la pub. Je me suis dit, ça se tente. C'était par souci de préserver votre indépendance, de ne pas avoir de pub, ou c'était une question vraiment un pari économique de business model? Je peux vous livrer un secret? Allez-y. Avec plaisir. Je suis totalement publiphobe. D'accord. Voilà. Je hais la pub. Comme beaucoup de Français. J'en sais rien, je sais pas. Ah, sur Internet, oui, mais sur Internet, il y a des moyens maintenant de l'éviter. Mais je déteste la pub. À la fois, je la déteste sur le plan du principe. Je trouve que c'est une machine à nous manipuler, à nous décerveler. Comme téléspectateur, dès qu'il y a la pub, c'est plus fort que moi, je coupe le son parce que c'est un son qui m'agresse. J'écoute le matin les radios du service public parce qu'il n'y a pas de pub, enfin on va dire pas trop, moins qu'ailleurs. Donc oui. Et puis, si vous voulez être financé, bon ça c'est mon petit truc personnel, mais après, quand on crée un média, être financé par la pub, ça veut dire être obsédé par le tableau quotidien des clics, si vous voulez. Et donc faire les sujets qui buzzent, faire les sujets page vue, faire les sujets attrape buzz, etc. On sait bien tous comment ça marche avec à regarder autour de nous. Hein. Et voilà, le modèle de financement par abonnement me paraissait beaucoup plus sain. Alors, on va revenir justement à ce modèle par abonnement, mais Bénédicte demande, a-t-on autant de résonance sur le web qu'à la télé? Bien sûr que non. Alors, non, mais si vous voulez, on avait globalement 1 million de téléspectateurs sur France 5 quand on la rediff et tout. Bon, on a aujourd'hui 24 000 abonnés. Voilà, je veux dire, c'est pas la peine de faire un dessin. Alors, cela dit, même si on n'a pas autant de résonance directe, c'est-à-dire même si on touche pas directement autant de gens, je pense que aujourd'hui, Internet est le média d'influence indirecte. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui lisent Mediapart que de gens qui regardent TF1, c'est clair. Mais cela dit, si Mediapart ou Arrêt sur Image sort une info ou une analyse, on est aujourd'hui dans un écosystème qui fait que cette info ou cette analyse ne pourra plus être ignorée par les médias mainstream. Vous voyez, la reprise se fait plus facilement, à votre avis, quand l'info sort sur Internet que via une émission télé, en fait? En tout cas, elle se fait obligatoirement. D'accord. Je veux dire, et parfois même plus facilement, et ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lieux de plus grande crédibilité, paradoxalement, sont sur Internet. Justifié ou pas. Hein. Par exemple, s'agissant de Twitter, c'est pas toujours justifié, on est bien d'accord, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de tweets qui sont pas vérifiés ensuite. Mais, de fait, si vous voulez, je veux dire, alors surtout après les histoires que Mediapart a sorties, hein, c'est sûr qu'ils ont fait beaucoup. Mais je veux dire, maintenant, au début, souvenez-vous, les premières histoires de Mediapart, avant que ça arrive aux 20h et avant que ça arrive dans le monde, il s'est passé des semaines. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, maintenant, je veux dire, voilà, Internet est le média d'influence indirecte, incontournable. Il y avait 185 000 personnes qui ont signé la pétition, on l'a dit. Vous avez 25 000 abonnés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tout le monde ne vous a pas suivi? Non, hélas. Hélas. Ce qui s'est passé, c'est que, autant si vous voulez, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui Internet est le meilleur média pour produire de l'information. Je veux dire, il n'y a rien de plus souple. Regardez là, autour de nous, 3 caméras, 4 chaises, 2 bouts de ficelle, on fait une émission que tout le monde peut regarder. C'est quand même un truc prodigieux. Autant, Internet n'est pas le média le plus confortable de consultation de l'information. C'est-à-dire que le plaisir de tenir entre ses mains un journal papier, de le froisser, de le toucher, le plaisir de s'avachir sur le canapé en rentrant chez soi et de regarder le grand journal, je veux dire, c'est pas un plaisir qui va disparaître comme ça. Et voilà. Et alors, si vous voulez, la question que vous me posez, évidemment, je la pose, moi. Je veux dire, aux gens que je croise dans le métro, dans les trains, je prends beaucoup le train, et qui m'abordent et qui me disent « Oh, quel dommage que votre émission ait disparu, c'était tellement bien sur France 5 ». Je leur dis « Mais vous savez qu'on est sur Internet ?»« Ah ouais, je sais, ouais, j'ai entendu parler. » « Et vous n'avez pas eu envie de vous abonner ?»« Oh ben non, Internet, vous savez, etc. » Est-ce que c'est pas le payant qui les freine plus que Internet? Les deux. Évidemment le payant. Mais le payant, je pense, de moins en moins, parce que on est en train de prendre le réflexe. Les gens sont en train de prendre le réflexe de se dire, si je veux une vraie information, faite par des journalistes indépendants, qui ont pris le temps d'enquêter, ben ça se paye. Il n'y a pas de miracle. Et aussi le média. Mais
Je veux dire, vous êtes au bureau toute la journée, vous êtes assis sur un fauteuil moyennement confortable, vous êtes sur un écran où vous bossez. Le soir, vous rentrez chez vous, vous dites, voilà, je vais me remettre sur un fauteuil, aller regarder une émission d'1 heure, 1 heure et demie, parce que nos émissions sont longues. Nous, voilà, c'est pas... Alors, l'iPhone, l'iPad, etc., les tablettes font beaucoup. Parce que, pour le coup, là, on a des supports qui sont ergonomiques, qui sont sympas, qui sont manipulables et qui changent les conditions de consultation. Mais je veux dire, on n'y est pas encore, quoi. C'est intéressant que vous disiez que le réflexe du payant commence à être pris peut-être par l'Internet. On voit aussi également que les journaux l'envisagent de plus en plus. Ouais. Les Échos l'ont fait, l'Express, Le Point ont dit qu'ils y réfléchissaient. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'une stratégie freemium avec des paywalls, et comme le fait d'ailleurs un peu Arrêt sur Image, parce que vous avez des contenus gratuits, est viable? Ça vous semble être la solution C'est la seule. C'est la seule solution. Non, mais c'est la seule. Si vous voulez, nous, alors on est payant, mais en même temps, on a des contenus gratuits. Alors, il y a plusieurs, soit les brèves sont gratuites, soit les abonnés, on a trouvé un truc, c'est que les abonnés peuvent voter tous les jours pour les contenus qu'ils ont envie de mettre à la disposition du grand public tous les jours. Donc ces contenus, on en a 3 qui sont gratuits pendant 24 heures, etc. Donc pourquoi on fait ça? Parce que c'est le pari que les contenus gratuits attirent vers les contenus payants. Ouais. Si vous voulez, soit des produits d'appel. Je veux dire, toutes nos brèves, en général, il y a des exceptions, mais en général, nos brèves renvoient vers des émissions, renvoient vers des articles de fond qu'on a faits, et je dirais c'est fait pour ça. Donc je pense que vous venez de répondre à la question de Charles-Henri qui demandait comment faites-vous pour gagner de nouveaux abonnés. Ben voilà, en essayant, malgré le mur, d'être accessible, quoi. Alors pourtant, c'est relativement peu cher. 3,50 € pour un abonnement au mois, 40 € par an. Céline demande, est-ce que vous bénéficiez d'aide publique? Alors ça, dès le début, on a dit on n'en veut pas. Pas d'aide publique? Non, aucune. On n'a rien, pas un centime. Dès le début, on s'est demandé, voilà, alors donc, on pourrait demander alors les aides que tout le monde demande, etc. Et on a dit non, on n'en veut pas parce qu'on tient à être dans une totale indépendance, pas par rapport au gouvernement, parce que ce n'est pas le gouvernement qui accorde les aides publiques, mais par rapport à l'État. Par rapport à l'État et aux structures étatiques, si vous voulez. Quand je vois aujourd'hui comment finalement la presse traditionnelle suit les agendas étatiques dans son traitement de l'information, suit les agendas gouvernementaux, tel ministre est allé là, le président s'est déplacé, il y a un plan gouvernemental de ceci, il y a un débat parlementaire de cela, on se dit le fait qu'elle soit économiquement dans la main de l'État, ce qui est le cas, qu'elle est économiquement dans la main de l'État, influe au sens large sur son contenu et on va dire la polarise sur l'institutionnel aux dépens du sociétal, de la société, de ce qui se passe ailleurs, partout, etc. Et nous, on n'a pas voulu ça. Alors, l'année 2012 n'a pas été exceptionnelle pour plusieurs raisons, avec un nombre d'abonnés décroissant. Je crois que c'était la première fois que la courbe s'inversait. Et vous évoquiez à la fin du commentaire sur le bilan 2012, que vous commentez toujours vos bilans, votre désir de rapprochement avec plusieurs autres médias en ligne indépendants. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, on a une offre d'abonnement conjoint avec Mediapart, c'est-à-dire les gens peuvent s'abonner à Mediapart et à Arrêt sur Image. On a une offre d'abonnement conjoint avec un journal qui s'appelle Canard PC et qui est, à mon sens, le seul journal à faire de l'information et du commentaire de manière indépendante et intelligente sur les jeux vidéo. Moi, je ne les connaissais pas bien, Canard PC, puis il s'est trouvé qu'au hasard d'une émission sur les jeux vidéo, on a fait une émission avec eux, je me suis dit, tiens, c'est intéressant la manière dont ils bossent, les enquêtes qu'ils font, la manière dont ils voient les jeux vidéo. Et ben voilà, et ça s'est développé comme ça, et plus si affinité, et donc maintenant on fait des émissions ensemble, des enquêtes ensemble, et on a aussi une offre d'abonnement conjoint. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, j'ai découvert à quel point, on va dire, la presse traditionnelle sous-traitait un certain nombre de secteurs ultra important et ultra intéressant. Vous prenez le jeu vidéo. Je veux dire, aujourd'hui, le chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo est supérieur à celui du cinéma. Je veux dire, GTA V, ça va être le produit culturel le plus vendu. Le sujet a quand même été largement traité, GTA V, pour le coup. Non, mais c'est superficiellement peut-être. Voilà, non, mais c'est ultra médiatisé, si vous voulez. Mais pour vous prendre un tout petit exemple. Alors quand GTA V est sorti, tous les médias, le malin, le jeu vidéo, GTA V, maintenant, le succès, etc. Alors qu'auparavant, les médias traditionnels, c'était le contraire. C'était attention aux jeux vidéo, ça va rendre vos enfants maboules. Il y a toujours un peu ce discours par rapport à la violence. Oui, non, mais il y a les deux. Il y a les deux. Mais pour prendre un exemple qui concerne vraiment Arrêt sur Image, il se trouve qu'il y a dans GTA V une scène de torture. Bon, qui est très dure.
qui est très très dur. Et ce que très peu de journalistes ont souligné quand le jeu est sorti. Je veux dire, quand le jeu est sorti, d'abord les journalistes qui en ont parlé, si vous voulez, l'avaient juste pas testé jusqu'au bout. Ouais. Donc non mais c'est vrai. Donc ça n'a pas été souligné. Bon, nos amis de Canard PC nous ont dit, qui sont pourtant des fans de jeux vidéo, hein, c'est pas eux qu'on peut soupçonner. Bon, et nous ont dit, bah dis donc, cette scène de torture, elle est quand même emmerdante là, parce que pour le coup, le joueur est obligé de torturer lui-même. Ça pose vraiment des problèmes. Bon. Donc on a construit une émission autour de ça. Quel est le sens de cette scène dans GTA V ? En réfléchissant, est-ce qu'elle est indispensable dans le scénario du jeu ? Qu'est-ce qui m'arrive à moi, joueur, quand effectivement je suis dans la peau d'un tortionnaire, etc. On a été les premiers à traiter ce sujet, à traiter juste le sujet, si vous voulez, de la scène de torture de GTA V. Alors que si ça avait été un film, vous auriez eu des papiers de critique extrêmement bien argumentés, comme dans les films de Tarantino, sur le thème, mais alors la violence, etc. Une vraie réflexion. Il y a pour l'instant un déficit d'enquête et un déficit de réflexion des médias traditionnels dans un domaine comme le jeu vidéo, mais on pourrait en prendre d'autres. Voilà, on s'est dit, là, voilà, on a un rôle à jouer là-dedans. D'accord. Clem demande, arrêt sur image, c'est combien de personnes aujourd'hui ? C'est 10 personnes à temps plein et des chroniqueurs pigistes, 5 ou 6. Y demande, Twitter permet de regarder la télévision directement sur le site, peut-être une opportunité, point d'interrogation. Twitter permet de regarder la télévision sur le site, ça veut dire quoi ? Directement sur le site. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas la question, pardonnez-moi. Hein. De regarder la télévision directement sur le site. Sur quel site ? Bon, écoute, non, mais, on va la passer, on va essayer de la comprendre. Voilà, on essaie de la comprendre. Ça me fait penser à une question sur la télévision. Vous avez lancé une offre de VOD sur la Freebox. Pourquoi en fait ? Et est-ce que ça marche ou est-ce que ça en est aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'on voulait être accessible sur le grand écran, tiens, cette bonne blague. Je vous parlais du canapé tout à l'heure. Alors quand même un retour à la télévision. Oui, bien sûr. Je veux dire, on voulait que nos émissions soient accessibles sur grand écran. Bon, non, ça marche pas. Hein. Je veux dire, on a 2000 abonnés et c'est stable depuis le début. Et, alors, ça diminue pas, ce qui est bien, mais en même temps, ça n'augmente pas. Alors, ça marche pas parce que, sans doute pour plein de raisons, parce que l'offre, elle est lancée sur Free. Free, qui est une entreprise qui a beaucoup de qualités, et dans ces nombreuses qualités, il y a le fait plein de qualités, il y a le fait d'être extrêmement réactive, et je veux dire, voilà, on dit quand on fait un mail à Xavier Niel, il répond dans les 2 minutes, mais c'est vrai, je l'ai vérifié, quand on lui a proposé le truc, on a eu le retour immédiatement. Bon, après, le handicap, c'est que Free se refuse à faire du marketing sur tel ou tel de ses programmes, si vous voulez. Ça n'a pas été mis en avant. Et non, ça n'a pas été mis en avant, et je veux dire, je pense qu'il y a aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers peut-être d'abonnés à Free qui ne demanderaient pas mieux que de s'abonner à arrêt sur image sur Free, mais juste ils ne savent pas que ça existe. Quoi. Et les abonnés Internet d'arrêt sur image, eux, ils ont déjà accès à l'offre VOD ou ils doivent souscrire à l'abonnement en plus ? Ah non, c'est en plus. Hein. C'est en plus. Et comment vous expliquez que finalement il n'y en a que 2000 sur les 26 000 qui est... Parce qu'ils la regardent sur le... Ils sont abonnés au site, donc ils préfèrent la regarder sur l'ordi. Hein. D'accord. Alors sauf sur les super geeks qui arrivent maintenant à la faire passer sur le grand écran. D'accord. Alors une autre question de Clem qui dit, est-ce qu'il y a une autre chaîne de télévision qui n'est pas venue vous chercher ? Ben non. Bizarrement. Non mais alors pourquoi ? J'en sais rien. C'est quand même bizarre économiquement, si vous voulez, puisqu'on parle d'économie. Quand on était sur France 5, toutes les études qualitatives montraient qu'on était l'émission qui avait le public le plus jeune et qu'on avait la plus forte proportion de CSP+. Les annonceurs se battaient pour avoir l'écran avant et l'écran après arrêt sur image. Bon. Il faut croire que si vous voulez, les chaînes aujourd'hui, chez les décideurs des chaînes aujourd'hui, la peur d'arrêt sur image et du grand méchant loup arrêt sur image qui va nous fâcher avec toute la profession est plus forte que l'attrait publicitaire que pourrait représenter... L'arrivée de la TNT n'a même pas été une opportunité finalement pour vous. Non, mais je vous jure, personne ne nous a jamais approché. D'accord. Voilà. Okay. Patrick demande comment s'assurer de la véracité des informations. Avec Internet, les sources deviennent de moins en moins fiables. Alors, Patrick, je ne sais pas si c'est... Voilà. Patrick, abonnez-vous à Arrêt sur image. Clem, pardon. Est-ce que vous ne regrettez pas, effectivement, on y revient, mais finalement la presse d'information est vraiment dans la production de contenu intensif et ne prend souvent pas le temps de vérifier ses sources. J'en ai l'impression que c'est un peu une tendance sur Internet. Finalement, on voit beaucoup d'informations qui sont dédites quelques heures après. Est-ce que ce n'est pas une tendance que vous regrettez, cette course au scoop qui est privilégiée parfois sur la véracité de l'info ? Non, mais attendez, vous savez bien pourquoi. Pourquoi ?
Tout simplement parce Voilà. que... Alors, allez-y, ouais. Parce que c'est la course au premier, et voilà, le nom RP... Voilà. Non, on est d'accord, Google, c'est la course au premier. Donc, dès qu'une info tombe, il faut être le premier si je veux être bien référencé sur Google. Bon, à court terme, ça paye. À long terme, c'est juste suicidaire. On est bien d'accord. Je pense qu'à long terme, si vous voulez, les gens, le public, auront toujours besoin, envie d'avoir une information approfondie, de qualité et fiable. C'est pour ça que je suis assez optimiste globalement, si vous voulez, à moyen ou long terme sur l'avenir de la presse. Tout le monde pleure en disant ça marche plus, etc. Bon. Je pense que le besoin d'une information de fond et vérifiée, il existera toujours. Juste, on est dans une phase de recomposition complète, il faut laisser le temps au système de se recomposer. Et vous pensez qu'un jour, on pourra s'affranchir un peu de Google, qui est la principale porte d'entrée? Est-ce que vous pensez que des réseaux comme Facebook, Twitter pourront devenir des véritables bassins d'information et des leviers d'information pour les médias? Ils sont déjà. Hein. Oui, mais ils sont déjà, par rapport à Google, peut-être pas dans la même mesure. Il y a un tas de gens qui rentrent dans l'info aujourd'hui par Facebook ou par Twitter, hein. À commencer par moi-même. Aujourd'hui, le matin, quand je veux rentrer dans la... ça y est, mon fil d'info aujourd'hui, c'est Twitter. D'accord. Mon fil d'info, c'est Twitter. Le matin au réveil, si vous voulez, quand je veux savoir ce qui s'est passé, je regarde le compte Twitter d'Arrêt sur Image. Donc, bien évidemment, oui, je pense que ça va s'accentuer, oui. D'accord. Bénédicte dit, Nagui, en fait, c'est un peu un nouveau Daniel Schneiderman. Je ne sais pas s'il va être très, très, très content de la comparaison. Madame Mikils dit... Ah, alors... J'ai un petit bug. Dit, mais vous y avez répondu tout à l'heure, hein, que être financé par la publicité, c'est perdre son indépendance. Ça, oui, voilà. Vous y avez répondu tout à l'heure. Alors, Arrêt sur Image, il y a d'autres émissions maintenant. Vous en avez un petit peu parlé. Donc, il y a Au prochain épisode, dans le film, plusieurs émissions. Le format vidéo, vous y croyez vraiment sur Internet? Je ne sais pas. Surtout, il y a un vrai problème quand même. Je veux dire, c'est que je pense que Internet et la consommation Internet n'est pas faite fondamentalement pour des émissions longues. Je pense que Parce que les vôtres sont très longues et vous avez un désir justement de ne pas les calibrer. Non mais bien sûr. Je veux dire, nous on est arrivés sur Internet. Tout d'un coup, on a pu faire aussi long qu'on voulait. Alors qu'à la télé, c'était 52 minutes et je veux dire, voilà, fallait pas que ça dépasse. Donc évidemment, on s'est dit au début, on se dit toujours, je veux dire, profitons de ce temps qui nous est donné pour faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire aller au fond des choses, pas se contenter de 3 questions, 3 réponses, mais quand la personne ne répond pas, la relancer, approfondir, etc. Ce qui a donné des émissions, oui, longues, puisque nos émissions atteignent fréquemment 1h30, et peut-être parfois trop longues d'ailleurs. C'est marrant parce qu'au début de l'année, là, on a calculé, on a fait un petit chronométrage des émissions depuis le début, et on s'est rendu compte que chaque année, elles prenaient 10 minutes, les émissions. Donc là, on s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème, puisqu'on n'a pas plus besoin aujourd'hui d'avoir des émissions d'1h45 qu'il y a 4 ans. Donc là, on s'est dit, on va essayer quand même de recadrer un tout petit peu pour garder surtout l'absence de format fixe, parce que ça, c'est quand même bien, mais sans abuser du temps de l'internaute, quoi. Et pourquoi pas essayer derrière peut-être de chapitrer en fait l'info pour rendre l'accès à certains passages plus facile en thématisant? C'est que c'est trop fastidieux, c'est que... Mais monsieur, je crois comprendre que vous n'êtes pas abonné au site Arrêt sur Image. Ah, vous le faites déjà? Et je le regrette. Je fais partie... Voilà, mais j'espère vous avoir donné envie de vous abonner. Tout à fait. Ah, voilà, un abonné de plus, je suis pas venu pour rien. Je suis pas venu pour rien. Oui, l'émission elle est divisée en actes, si vous voulez. Les gens peuvent avoir un accès par acte. Oui. Okay. Invité 760 demande comment envisagez-vous votre présence sur les futurs téléconnectés plus propices aux émissions longues? J'envisage rien. Non, mais si vous voulez, il y a une chose que m'a appris ma petite expérience Internet, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Si vous voulez, voilà, je veux dire, l'évolution technologique va si vite que c'est juste impossible de se dire, voilà, dans un an, le canal de diffusion, ce sera celui-là. Je vous donne un exemple. Quand on a commencé en 2007, personne ne pouvait prévoir l'iPhone. Je veux dire, et personne ne pouvait prévoir la place que prendrait l'iPhone. Bon. En 2007, quand on a commencé, ou même en 2008 ou en 2009, personne ne pouvait prévoir Twitter et les possibilités que nous donnerait Twitter. Donc, on est dans un moment absolument prodigieux où des technologies nouvelles surgissent chaque année, et je dirais qu'il faut plutôt chercher à s'y adapter. Vous savez, c'est comme un skieur qui descend une piste, je veux dire, s'il se fait en haut de la piste son petit logiciel avec les bosses, et en se disant, alors à 45 secondes j'ai une bosse, là il faut que je la prenne comme ça ne marche pas. Les bosses, il faut les avaler.
Quand vous êtes sur la bosse, il faut arriver à l'avaler. Et c'est pareil, c'est-à-dire quand tout d'un coup vous voyez débouler l'iPad, Facebook, Twitter, le replay sur les chaînes, tout d'un coup, il faut vous dire, voilà, comment je peux m'adapter à ça, comment je peux utiliser ça. Justement, la démocratisation des smartphones, l'explosion de la consommation des médias sur mobile, comment est-ce que vous essayez de l'adresser? Vous avez une réflexion particulière par rapport à ça? En faisant des applis. On a une appli iPhone, on a une appli Samsung, on a une appli iPad. Voilà. Mais ça ne conditionne pas le traitement de l'information, par exemple, non? On pourrait imaginer des nouvelles portes d'entrée, peut-être essayer de... Oui, vous avez raison, on pourrait, oui. D'accord. On pourrait, mais bon, voilà, on a que deux mains. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment, Daniel Schneiderman, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été si nombreux à poser vos questions. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Émile Rosenblum, directeur et fondateur de The Case et ex-fondateur de Pixmania. À la semaine prochaine.